Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Les agriculteurs et les citoyens consommateurs se donnent déjà rendez-vous porte Versailles au Salon de l'agriculture. La France est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires et les 3/4 des Français, pour avoir une idée de la qualité d'un produit, le jugent à partir d'un critère, avantage santé. Avec Monique Cantos-Perber, Bibliothèque Médicis est donc consacrée cette fois à l'agriculture actuelle, à ses produits, ses recherches, ses perspectives et les contrôles qu'elle subit pour que l'alimentation s'épanouisse dans les meilleures conditions. Donc de la terre à la table. Sont réunis 3 nutritionnistes, pas toujours du même avis semble-t-il. Gérard Apfeldorfer, Jean-Michel Cohen, Claude Fischler, le professeur Luc Montagnier. Pourquoi vous faisiez signe? Je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas nutritionniste. Je suis psychiatre. Très bien. Chacun. Bon, lui non plus, mais je sais, professeur Luc Montagnier, qui. Oui, enfin, vous verrez que vous traitez de la nutrition aussi, mais de manière différente. Luc Montagnier qui publie Les combats de la vie aux éditions Lattès, et vous dites mieux que guérir, prévenir, c'est une autre médecine que vous recommandez. Guy Ribat, numéro 2 du prestigieux INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, pour tout ce qui est la recherche, et Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA, organisateur du salon actuel de l'agriculture. Gérard Apfeldorfer, psychiatre. Psychiatre. À propos de l'alimentation et de la manière de manger, c'est vrai que vous dites qu'il y a la peur, les dictates, la dramatisation qui augmente avec la pression des régimes et des modes, souvent à prétention scientifique, et vous dites de manière assez brutale, ça suffit, il faut trancher et il faut se comporter autrement. Oui, parce que si on n'a pas confiance dans la nourriture que l'on mange, si on ne met pas à l'intérieur de soi quelque chose qu'on juge être bon, à ce moment-là, on se rend mauvais, on ne peut plus être bon soi-même. Alors il faut peut-être remonter finalement à la façon dont s'installent les choses dès le départ au niveau alimentaire. Finalement, on mange, on apprend à manger par l'amour que nous donne notre mère, et le lait qu'elle nous donne, c'est de l'amour. Et puis ensuite, sur cet amour-là, on va construire l'amour de soi-même, le narcissisme, et puis on va construire l'amour des autres. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, et si on est sevré, tant pis pour soi. Alors, finalement, c'est cette façon de manger-là va en fait nous permettre de réguler. C'est-à-dire que ce qu'il y a de merveilleux dans le comportement alimentaire, c'est que lorsque l'on mange avec de la confiance vis-à-vis des aliments qu'on mange, lorsque on fait attention à ce qu'on mange, lorsqu'on le déguste, lorsqu'on prend du plaisir, à ce moment-là, toute la physiologie, toute la psychologie nous conduisent à réguler d'une façon tout à fait automatique à la fois les qualités et à la fois les quantités. Mais quelle est la manière normale de manger? Alors la manière normale de manger, s'il y en a une. Oui, c'est ce que disait Épicure, c'est chercher son bonheur en se centrant sur le plaisir avec sagesse et prudence. Et de cette façon-là, c'est-à-dire en gérant son plaisir, de telle sorte qu'un plaisir n'empiète pas sur un autre, à ce moment-là, eh bien, finalement, ça se régule tout seul. Oui. Mais Épicure était un ascète, contrairement à l'image commune qui est donnée de lui. Et le plaisir peut-il être si facilement réglé, mesuré, modéré? Derrière le plaisir, il y a aussi de la passion, de l'avidité. Et quand on mange, parfois on ne peut pas s'arrêter de manger. Alors, il y a une sorte d'addiction. Ces réalités psychologiques qui sont vécues par chacun de nous ne peuvent pas être ignorées. Oui, on sort de son plaisir à ce moment-là, parce que à partir du moment où vous... normalement, quand vous mangez, au début, quand vous avez faim, c'est bon, et plus vous mangez, moins c'est bon. À partir du moment où vous êtes dans l'avidité et dans la dévoration, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la régulation, vous n'êtes plus dans la physiologie, vous n'êtes plus dans la façon normale de manger. C'est déjà détraqué. Donc, ce que vous dites finalement sur cette passion dévorante de manger, c'est déjà un problème pathologique en fait. Oui, mais c'est vécu comme un vrai plaisir par ceux qui s'y adonnent. Oui, il parle comme un poète, là. Il faut écouter son corps, il faut bien manger, vous dites penser en paix. Et c'est possible, c'est possible. Oui, alors, ne pas entrer en guerre contre son corps. Mais vous dites surtout, et c'est votre livre, chez Odile Jacob, manger en paix, vous protestez contre ce que vous appelez la diététisation de l'alimentation, cette façon actuelle de la médicaliser, et même
d'après vous, de créer des névroses alimentaires. Tout à fait, parce que quand on mange finalement avec sa tête au lieu de manger avec son cœur, en s'écoutant, finalement il y a deux façons de manger. Il y a une façon qui est le contrôle. On va rationaliser ce que l'on mange, on va calculer les glucides, les lipides, les protéines, les minéraux, etc. Oui, vous n'êtes pas nutritionniste. Un petit peu, oui. Donc moi, j'ai quelques vagues connaissances, voilà. Qui conseille aussi en matière. Alors, si on calcule comme ça, eh bien, à ce moment-là, on devient anxieux et coupable de manger. C'est pas possible de gérer ça comme ça. En fait, nous avons des processus automatiques qui sont sous-jacents, si vous voulez, et qui nous envoient des messages. Notre corps nous envoie des messages. La faim, le rassasiement, les appétits spécifiques, le contentement de manger. Et c'est ça qui guide notre comportement alimentaire de façon naturelle, à condition de savoir s'écouter et d'être très aux aguets, finalement, de ses propres sensations. Donc, finalement, c'est un art de vivre. Je prendrai un autre exemple, par exemple, pour une autre fonction vitale très importante, qui est dormir. Bon, dormir, finalement, on prend beaucoup de peine. On prend beaucoup de peine pour bien dormir. Vous avez une chambre spéciale, vous avez un mobilier spécial. Vous savez que pour pouvoir dormir, il faut vous mettre dans des bonnes conditions. Il faut vous détendre avant, sinon vous n'allez pas y arriver. Et voilà, on se donne beaucoup de peine et ça nous paraît absolument naturel. Et au niveau alimentaire, je pense que c'est exactement la même chose. Quand ça se passe bien, ça nous paraît tout à fait naturel. Quand ça se passe mal, on a l'impression que c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Mais cette hygiène de vie est un peu idyllique. Manger, ce n'est pas un acte neutre. Vous savez que les personnes qui mangent très peu, les maigres, ont une impression de maîtrise du monde qui leur donne une force psychologique extraordinaire. Les personnes un peu plus en chair, qui aiment manger, ont besoin d'être réconfortées, protégées par la nourriture. Manger, c'est un rapport au monde. C'est pas simplement une question de justesse et de santé. Une vision culturelle aussi, parce qu'au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, il fallait bien manger pour paraître en bonne santé, n'est-ce pas? Et on regarde les repas du début du siècle, on ne les prendra plus maintenant. Donc il y a une vision qui a changé, et qui est liée, on peut dire, à l'évolution de notre vision. Jean-Michel Cohen, Savoir manger chez Flammarion, vous publiez les 900 pages de la 3e édition du Guide des aliments. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que vous entendez? Je connais d'abord ce discours, j'en ai l'habitude. C'est un discours qui me paraît être simplificateur. Ça veut dire, si vous mangez instinctuel, grosso modo en fonction de vos désirs, qui sont eux-mêmes la contraction de l'environnement dans lequel vous êtes, tout va bien se passer, et vous êtes à peu près sûr d'avoir ce qu'il vous faut. Malheureusement, dans les populations qui ne sont pas aussi riches que la nôtre et qui mangent ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont que peu de choses à manger, on observe les mêmes mécanismes qu'en France, c'est-à-dire surconsommation alimentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la nourriture s'est déformée. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très simple, manger du fromage est un geste simple, mais aujourd'hui, une préparation fromagère n'a rien à voir avec du fromage, et les gens pensent manger du fromage quand ils mangent une préparation fromagère. C'est vrai ça, Jean-Michel Lemété? Oui, c'est sans doute un peu vrai, c'est-à-dire que le fromage a trouvé de nouveaux débouchés dans la cuisine et c'est pas tout à fait la même chose que le plateau de fromage qu'on peut... Je peux faire par exemple du fromage aujourd'hui en utilisant de la poudre de lait, des matières grasses hydrogénées qui ne sont pas des matières grasses laitières, en y rajoutant un peu de sucre pour donner une tonalité qui va être agréable. Moi, je préfère quand même qu'on mette le fromage dans la cuisine. Bien sûr, mais c'est ce qu'on est capable de faire. Et parallèlement à ça, la médecine a évolué, c'est-à-dire... C'est de la copie, mais c'est plus naturel, c'est de la copie. Et parallèlement, la médecine a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne savait pas, comme il y a 50 ans, que quand on avait un grand LDL cholestérol produit par un certain type de graisse, on risquait de mourir simplement plus jeune que ce qu'on aurait pu mourir. Comme vous dites. Voilà, donc ça veut dire que si on sait gérer la nourriture sans avoir de phobie, c'est là où je rejoins Gérard, c'est que la frontière est très difficile à obtenir. Alors quand on sait gérer la nourriture, c'est vrai qu'on améliore ses conditions de vie et on est capable de rallonger sa vie par le biais de l'alimentation. Alors il faut quand même rappeler que notre nourriture est fondamentalement bonne. Elle est suffisamment bonne, en tout cas, pour nous permettre de bien vieillir, puisque l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Ouais. Si notre nourriture n'était pas vraiment mangeable et satisfaisante, à ce moment-là, on ne pourrait pas assister à cette augmentation de la longévité. On peut noter que la qualité de ce que mangent les Français s'est en effet améliorée, l'espérance de vie a augmenté. En 100 ans, je disais qu'elle a augmenté de
45 à 81 ans, C'est un trimestre par an. 36 ans de plus, et depuis 2000, elle a gagné 2 années de plus. Mais c'est pas parce que c'est bien, c'est pas grâce que à ça lui, ne peut pas être ses amis. mieux. Si, c'est grâce à lui. Mais c'est pas parce que c'est bien que ça ne peut pas être mieux. C'est-à-dire que si on améliore les conditions alimentaires d'un certain nombre de personnes, et notamment les personnes économiquement défavorisées, bien qu'elles mangent sanitairement correctement, on va améliorer leur capacité à ne pas développer des maladies. On verra tout à l'heure comment, avec Guy Riba, on peut améliorer, c'est tout son travail avec l'INRA, je suppose, l'amélioration et la nouveauté de certains produits. Claude Fischler, chez Odile Jacob, vous publiez « Manger français, européen ». D'ailleurs, français, européen, c'est pas la même chose? Les Français sont des Européens. Les Français, en particulier parmi les Européens, on est en France. Alors, je suppose que si on le passe publié en Suisse, on mettra Suisse, Européen. Ah, très bien. On nationalise en fonction de l'édition. Alors, français, européen et américain face à l'alimentation. Y aurait-il un partage du monde alimentaire entre Européens et le monde anglo-saxon? Il y a une polarisation. On a regardé les attitudes. C'est pas les comportements, c'est pas ce que les gens font, c'est ce qu'ils disent quand on leur parle de santé, de corps, d'alimentation. Et vraiment, on est au cœur du problème déjà. On s'aperçoit qu'il y a une tendance mondiale dans les pays développés, mais qu'il y a des façons différentes de les gérer. Et quand on sort de l'Hexagone, quand on met l'Hexagone en perspective vis-à-vis des autres pays, on s'aperçoit que tout ce que vous décrivez, tout ce que vous mentionnez, existe ailleurs et en général de façon beaucoup plus marquée. Alors, ce qui me frappe dans la discussion jusqu'à présent, ça c'est un phénomène mondial, c'est que l'alimentation, la nourriture est traitée comme une question psychologique, une question... Et culturelle, comme dit Montagnier. D'abord, on la traite en termes psychologiques, c'est-à-dire en termes individuels. C'est l'histoire de l'individu dans le discours de Gérard, Apfeldorfer, avec qui nous sommes souvent d'accord, mais là-dessus, je vois qu'il a un point de vue de psy. C'est-à-dire que c'est l'histoire existentielle de chaque individu, l'amour, la mère, etc. Et ensuite les expériences. Et Madame Cantos-Perber ajoute l'addiction, la perte de contrôle, etc. Ce sont des craintes d'individus face au monde alimentaire. Vous allez avoir le regard du sociologue. Exactement, les sciences humaines, etc. Mais je crois qu'il est tout à fait légitime parce que si vous voulez manger, c'est quoi? C'est avant tout un acte social et on a complètement éliminé cette par partie-là. exemple, Claude Fischer, vous entrez dans un restaurant, vous distinguez parmi les tables qui vient d'où? Ça, on peut arriver à avoir des informations là-dessus, on peut diversifier, mais avant d'entrer dans un restaurant, si vous permettez, on a passé quelques centaines de milliers d'années à être chasseurs-cueilleurs, et ça nous a un peu marqué. Et quand je dis que c'est avant tout social, c'est la structure même de nos sociétés qui est déterminée en partie par le partage des aliments, la répartition. Qui a droit à quoi? Prince, c'est un mot politique, ça vient de princeps, ça veut dire que c'est le premier servi dans le banquet sacrificiel à Rome. Donc, je pense à ça parce qu'on est au Sénat, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas que des tout cet aspect que j'appelle commensalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire les relations sociales et pas seulement individuelles, mais aussi individuelles à travers la nourriture, tout ça, on l'a évacué. Et ce que je trouve, pour répondre enfin à votre question... C'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'elle est évacuée. Nous n'avons pas encore parlé de cela. Vous en parlez à présent. Ce que je veux dire que très souvent, nous parlons d'abord de l'aspect psychologique de chacun devant la nourriture. Mais juste pour finir, c'est cette histoire de commensalité, c'est ça qui fait la plus grande distinction entre les échantillons que nous avons étudiés. C'est-à-dire que quand les Américains, on leur demande qu'est-ce que c'est bien manger, ils parlent nutrition, ils parlent calories, ils parlent absolument individu, c'est ma responsabilité, mon choix, ma liberté. Les Français, ils disent d'abord convivialité, ils disent varié, équilibré, qualité des produits, convivialité. Quand vous avez présenté, vous avez dit le principal critère de choix, c'est la santé. C'est pas tout à fait vrai pour les Français, c'est complètement vrai pour les Américains, c'est presque complètement vrai pour les Britanniques. La religion de l'individualisme a des effets même sur la manière de manger. Voilà, exactement. Et elle se module différemment. Payer l'addition au restaurant. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais quand même abonder, mesurer les différences en utilisant ces outils-là. Je voudrais quand même abonder dans le sens de Claude Fischler. Effectivement, on n'a pas eu le temps de parler de la convivialité, du partage. Et manger est fondamentalement un acte social, c'est un acte culturel. Et ça fait partie de la régulation alimentaire de donner du sens aux aliments, de les partager avec les autres. C'est un facteur de régulation de la prise alimentaire. Alors, prenons des exemples et sortons de la théorie, vue selon la spécialité de chacun de vous. Chacun donne un geste et un sens à l'acte de manger. Par exemple, les Français, les Italiens, les Espagnols, comment ils se comportent? Si je veux caractériser le point de vue français, j'ai une citation que je trouve superbe, que ma co-auteure, qui n'est pas là, Estelle Masson, a recueillie. C'est une dame, on lui dit « Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ?» Et elle dit « Aujourd'hui, à midi, j'ai pas mangé. » Elle s'arrête et après, elle nous dit ce qu'elle a mangé. Elle nous dit « J'ai acheté quelque chose dans une boulangerie et j'ai mangé debout dans la rue. » Donc,
Manger quelque chose debout dans la rue qu'on a acheté dans une boulangerie, pour une Française, c'est pas manger. Ah, non, je suis pas d'accord. Pour elle, ça n'est pas manger. Qu'est-ce que c'est manger? C'est remplir un certain nombre de conditions, probablement de lieux, d'espace et de temps et de personnes. Et là, on a vraiment mangé. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis pris la semaine dernière à rentrer chez moi le soir à dire « Ah, j'ai faim, j'ai pas mangé à midi. » J'avais mangé un sandwich à midi. Alors, nutritionnellement... Vous lisez trop votre enquête. C'est probablement ça, oui. Nutritionnellement, j'avais mangé, certainement, il y avait la ration. Culturellement ou socialement, j'avais considéré que j'avais pas mangé. Le point de départ de son enquête est assez drôle. Vous dites une étable américaine contre le zoo français. C'est une formule aussi de Paul Morand. Paul Morand décrit le déjeuner à New York dans les années 30 et il dit que les nourritures sont fraîches et appétissantes, mais que les gens sont debout, le chapeau sur la tête, à la queue leu-leu, ils attendent leur tour pour manger, et ils mangent à toute vitesse comme ça, alignés comme à l'étable. Et il y a un Américain qui, 25 ans après, interviewe des Français, examine les Français, il dit les Français sont d'une rigidité en ce qui concerne la nourriture. Ils mangent toujours à la même heure. Ils mangent toujours à la même heure. Et si vous regardez les données de l'INSEE, un chercheur de l'INSEE il y a quelques mois, a publié un magnifique dessin, un graphique, dans lequel on voit qu'à midi et demi, tous les jours, il y a 54% des Français qui sont en train de manger, et que le pic équivalent au Royaume-Uni ne se produit qu'à 13h10, mais il n'y a que 17% des gens qui sont en train de manger en même temps. Donc si 54% des Français sont en train de manger à la même heure, il doit bien y en avoir un certain nombre qui mangent non seulement à la même heure, mais ensemble. Mais n'avez-vous pas le sentiment que cette différence tend à s'estomper? Les fast-food se répandent en France. Il y a aujourd'hui des restaurants où on peut être servi des brasseries à toute heure du jour, ce qui est tout à fait nouveau, ça n'existait pas il y a 10 ans. Tout à fait vrai. Et quant aux États-Unis, on voit apparaître au contraire des restaurants tout à fait semblables à ceux que l'on trouve en Europe, des terrasses, mais surtout de très bons restaurants avec le même rituel de sociabilité qui se rencontre peut témoigner, en France. Il vit aux États-Unis. Oui, je peux vous dire qu'à New York, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent déjeuner, peut-être moins longtemps que les Français, mais s'arrêtent déjeuner à midi. Oui, et de plus en plus de Français. Et même au mois de janvier, il faisait un très beau temps, et bien les gens étaient sur les terrasses pour manger. Donc il y a une globalisation aussi à ce niveau-là. Alors on ne peut pas nier l'évolution, on la voit. Ceci dit, il faut quand même regarder la réalité. L'un des points de départ de l'enquête, c'est qu'on s'est rendu compte que devant la menace croissante de l'obésité, qui d'ailleurs est mise en avant, pas seulement une menace, c'est parfois une réalité. Bon, aux États-Unis, mais de plus en plus en France, dans des pays européens. Oui, mais je veux dire la croissance générale du poids moyen des populations dans les pays développés et la prévalence, comme on dit en épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence, disons, de l'obésité. On nous avertit depuis 20 ou 30 ans, en effet, que nous allons vers... on va rejoindre les Américains. Il y a encore un rapport de 1 à 5, donc on a encore du chemin à faire. Et ce qui nous a intéressé... ces derniers temps. Le PNNS vient de communiquer avec une grande satisfaction qu'il y avait un ralentissement et que c'était peut-être pas aussi grave que ça ne paraissait l'être il y a quelques mois. Mais justement, la question qu'on se posait, c'était comment se fait-il que nous soyons encore les plus minces de tous les pays développés, alors que nous ne sommes pas les moins riches, ni les moins attachés à la table, etc. Et c'est pour ça qu'on est allé regarder un petit peu dans les mœurs alimentaires des Français. La réponse, je pense, c'est que quand vous mangez dans un contexte social, le manger que vous faites est repérable, il est contrôlé socialement, et quand vous êtes dans un rapport individualisé, émietté à l'alimentation, et que c'est laissé à votre seule volonté de contrôle, comme le dirait, je pense, Jean-Michel Cohen, vous avez beaucoup de mal à réguler votre alimentation ou Gérard, d'une façon individuelle, parce que d'abord, il y a des pressions qui tiennent à je suppose, à notre système physiologique, qui font que, ma foi, quand il y a quelque chose un petit peu de plus à prendre, on a tendance à le prendre, parce que nous avons quand même évolué dans des environnements où on avait intérêt à stocker un peu l'énergie. Et bon, là, la parole est au... Alors, oui, c'est ça. Est au vrai vous donne la parole. Jean-Michel Cohen, c'est bien. Excusez-moi. Votre éditeur prétend que c'est le guide savoir manger qu'il faut pour manger sain et intelligemment. Il ne peut pas dire le contraire, c'est vrai, mais ça aide à se dépatouiller dans la jungle alimentaire. D'abord, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit en partie. Pas tout à fait d'accord, parce que Claude raisonne en étudiant la société actuelle, et moi je raisonne en observant les mécanismes tels qu'ils sont en train d'avancer. Par exemple, on observe qu'aujourd'hui, un Américain sur 2 prend son repas hors foyer, un Anglais sur 3 et un Français sur 7. Donc, et on le voit d'ailleurs à ce qui se passe dans les magasins, on voit l'éclosion des corners où on va vendre des sandwichs, de la nourriture toute prête à consommer chez soi, qu'on n'a même pas à cuisiner. Donc on est conduit vers une alimentation qui va être probablement la restauration rapide, c'est-à-dire qu'on va passer moins de temps, mais ça je crois que vous l'avez dit Claude, régulièrement.
La deuxième chose, c'est de dire que on compare jamais assez ce qui se passe en termes d'environnement à ce qui se passe en termes de nutrition. On parle d'environnement en disant surchauffe, surexposition, etc. Pareil pour la nourriture, surproduction, surconsommation. Or, l'azote que nous consommons dans la nourriture est un des éléments de l'humanité. Donc, ça veut dire que l'environnement, la nutrition n'a pas été associée à l'environnement, et c'est une erreur. Et c'est là où je pense que Luc Le Métayer doit se réjouir, parce qu'il doit dire Jean-Michel Le Métayer doit se réjouir, simplement parce que on est en train de revenir à des valeurs. On essaye de protéger des valeurs fondamentales. C'est pour ça que les débats sur OGM et bio, etc. prennent de l'importance. Est-ce qu'on peut préciser, Jean-Michel Collet, que vous avez expertisé 10 000 produits, parce que j'ai lu. Cette année, 16. 16 quoi? 16 cette 000, année, on annoncera 16 000, cette année. 16. Non, oui, on annoncera cette année que si l'année dernière, il y a 2 ans, on avait 10 000 produits, on a eu encore une augmentation de la production, on est passé à 16 000 produits, et on montrera cette année encore la disparité, l'extrême disparité de la nourriture, qui fait que d'un yaourt de 45 calories nature d'une marque connue, on passe aujourd'hui à 173 kilocalories, c'est-à-dire 4 fois plus. Le pauvre consommateur, comment vous voulez qu'il se débrouille? Et là, vous allez de rayon de grande surface à rayon de grande surface. Est-ce qu'on vous laisse entrer encore? J'y arrive, mais je mets maintenant des moustaches, des lunettes. Mais on ne peut pas laisser prononcer ces chiffres sans tout de même faire bien saisir aux téléspectateurs que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dormir, vous compariez avec dormir et boire. Dormir, on n'a pas le choix, il y a une façon de dormir. Boire, pour se désaltérer, on ne peut boire que de l'eau. Mais manger, cette offre extraordinaire, cette pluralité de produits, c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire humaine. Il y a quelques dizaines d'années, ce n'était pas le cas. On mangeait du pain, on mangeait une tomate, on mangeait de la viande, mais on ne mangeait pas cette incroyable diversité. C'est complètement nouveau. Mais il n'y a pas de nostalgie dans ce que vous dites. Non, il n'y a pas de nostalgie, mais j'insiste vraiment sur j'ose pas dire la mutation de conditions humaines, c'est un peu emphatique, mais c'est un rapport à la nourriture, mais radicalement différent de ce que connaissaient les générations passées. 671 pour 2008, 671 produits frais laitiers et 450 crèmes dessert. Vous avez 1100 possibilités de consommer un produit en France dans les rayons laitiers aujourd'hui. Et là, si tu me parles d'instinct, je ne sais pas comment tu fais. Pas du tout. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ça a beaucoup compliqué les choses d'avoir une offre alimentaire aussi gigantesque, parce que en fait, si vous voulez, nous construisons mentalement, au niveau cérébral, un répertoire alimentaire, c'est-à-dire que chaque fois que nous mangeons quelque chose, nous le mémorisons. Et lorsque nous zappons au niveau alimentaire, lorsque nous avons des milliers de produits qui changent sans arrêt, cette construction des cartes alimentaires cérébrales ne peut plus se faire. Ce qui fait que à chaque fois, on est toujours en train de manger un produit nouveau. Alors est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? Oui, justement. Bon, je pense qu'on fait quand on va dans un rayon avec tous ces produits de couleurs différentes, des tableaux comparatifs, et qui encouragent à aller de plus en plus loin dans la consommation? Moi, j'ai eu une explication. On est peut-être à une charnière d'évolution de l'humanité. Régis Mollard en parle aussi en anthropologie. C'est-à-dire qu'on est peut-être à une charnière d'adaptation de l'homme par rapport à un nouvel environnement alimentaire. Je donne un exemple. On a une génétique, mais cette génétique s'exprime en fonction de l'environnement dans lequel on est. Par exemple, auparavant, quand on se désaltérait, l'acte de se désaltérer provoquait du plaisir parce qu'on avait bu de l'eau. Mais aujourd'hui, on a déformé cet acte puisque l'acte de se désaltérer se produit du plaisir quand on boit sucré, que ça soit édulcoré ou non édulcoré, c'est-à-dire avec du sucre classique. Et vous dites tous, il faut pas boire sucré, ni gazeux. Je dis que c'est l'évolution de la société, donc il faudra bien, si on boit plus sucré, manger autrement. À propos, dans votre réfrigérateur, il y a toutes sortes de produits. C'est vraiment le mien en plus. C'est vraiment le vôtre. Eh ben, il y a des trucs là-dedans, des objets, du Coca-Cola, même pas light. Et qu'est-ce que fait le café dans le réfrigérateur? Je pense que c'est pour ça que le photographe a été viré. Mais pour le Coca-Cola, ce que je voudrais souligner de plus important, mais qu'est-ce qu'il y a comme produit surgelé, congelé? Il y a presque plus rien de naturel. Peut-être, oui, les citrons ou les mandarines. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un soda, aujourd'hui, devient un soda plus parce qu'on le vitamine, et il va devenir un soda plus qui guérit parce qu'on va mettre des extraits de thé vert, et on va dire, de telle façon, vous protégerez votre santé. Ça, c'est dingue. La faute à lui. Non. Jean-Michel. Je voulais juste faire une réflexion sur la multitude des articles. Et j'ai pas la réponse, mais je me dis que est-ce que c'est le consommateur qui est demandeur de cette segmentation, ou est-ce que c'est l'entreprise
agroalimentaire qui, pour défendre ses parts de marché ou accroître ses débouchés, segmente de plus en plus le marché, qui fait qu'on se retrouve avec cette multitude d'articles, parce que effectivement à disposition, je pense qu'on est quasiment rendu trop loin. À un moment donné, alors si vous avez la réponse, ça m'intéresse, parce que je pense qu'elle est importante aussi pour nos entreprises. Le marketing alimentaire dit qu'une des premières règles, c'est plus vous diversifiez, plus vous vendrez. Et deuxième partie du marketing alimentaire, plus vous attirerez quelqu'un vers un produit vers lequel il a du goût, comme le sucre, plus vous risquez de lui en faire acheter. Et si en plus vous rajoutez un peu de graisse pour véhiculer les arômes, il trouvera que le sucre est meilleur et il en achètera plus. Et c'est comme ça que se fait la marche en escalier. Vous pouvez pas m'accompagner quand je rentre dans le supermarché? Si, avec plaisir, venez. Comme ça, vous me direz ce qu'il faut prendre ou pas. Monsieur Guy Ribat. Oui, je voudrais dire deux ou trois paradoxes dans la discussion qui est là. La première, c'est qu'il est logique que chacun d'entre nous veuille le meilleur au meilleur prix. C'est techniquement compliqué, mais on ne peut pas dire que ce paradoxe est une hérésie. Mais est-ce que la diversification des produits entraîne une baisse des prix? Justement, alors je viens après là-dessus, mais avant de parler de diversification, je vais dire un deuxième paradoxe. On a tendance à penser que c'est par la politique du prix que l'on va régler le problème de la malnutrition. Mais aujourd'hui, à l'échelle de la planète, vous avez 840 millions de malnutris, ce qui, en proportion de la démographie totale, est plus faible que ça ne l'était, mais c'est quand même 840 millions de trop. Donc on pourrait dire, lorsqu'il n'y a pas d'argent, on est malnutri. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi, lorsqu'il n'y a pas d'argent, qu'il y a un taux très élevé d'obèses, et ça a déjà été dit par quelques-uns autour de la table. Et maintenant, les sociétés développées, l'obésité touche différentes classes sociales, et surtout, et notamment ces classes sociales. Donc la politique des prix n'est pas le bon moyen d'arriver à régler les dysfonctionnements nutritionnels. Alors on dit après, le troisième, c'est la diversité. Vous avez dit, madame, qu'il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui qu'avant. Ça dépend de quoi on parle. Il y a beaucoup plus de diversité de plats préparés. Mais si vous prenez les matières premières qui servent à l'alimentation, leur nombre est nettement plus faible qu'auparavant, et la diversité génétique d'une espèce donnée comme en culture a été réduite à l'échelle de la planète. Mais de ces réalités, en effet, tout à fait importantes, le consommateur n'a aucune idée. Ce qu'il voit, c'est la multiplicité des noms, la multiplicité des emballages, la multiplicité de ce qui lui est offert. Des couleurs. Juste mon point, c'était pour dire que, je ne sais pas s'il faut centrer la discussion uniquement sur les pays développés, quoi. Oui, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier ceux qui ne mangent pas. Moi, je vais ajouter que, parce qu'on y travaille, avec un certain nombre de moyens et de fonds interprofessionnels, c'est qu'on voudrait réhabiliter aussi de la cuisine, parce que ça peut paraître surprenant de la part du président de la FNSEA, mais nous sommes des producteurs de matières premières. Et la qualité peut-être de notre alimentation et le plaisir, le goût, tout ce qu'a dit professeur Apfeldorfer tout à l'heure, que l'on a encore ces valeurs dans mon milieu rural, milieu agricole, il passe aussi par la cuisine. Et je pense que on va refleurir un peu un certain nombre de cercles culinaires, des choses comme ça. Et ça me paraît une manière de redonner un peu d'indépendance au consommateur par rapport à tout ce qu'on lui offre dans le linéaire, parce que c'est vrai que plus on va aller, plus c'est vrai que il suffit de mettre 10% de plus de petits pois ou de carottes ou dans un petit plat cuisiné, puis on dit qu'il est différent. Mais Jean-Michel Métier, vous avez commencé votre vie, votre carrière dans une ferme bretonne avec votre famille. Et j'y suis encore. Et vos vaches qui produisaient le lait, vous vous occupez du lait, là? Oui, Vous avez fait la traite là, tout à l'heure, là, avant de venir? Mais ce week-end, oui. Alors, non. Pas vraiment, non, mais je peux vous dire que le plaisir à table, dont parlait le professeur tout à l'heure, moi je le vis chez moi régulièrement, parce que ça reste une valeur, vous pouvez aller consommer. Le seul endroit où ça va pas, c'est quand vous allez à Bruxelles. Moi, j'invite chacun à aller manger chez un paysan. Non. J'invite chacun d'entre nous, et en particulier les gens des villes, à aller manger chez un paysan. Et en ce début, parce qu'il témoigne là, de manière forte et personnelle, en ce début du XXIe siècle, les agriculteurs qui prennent leur retraite, est-ce qu'ils reconnaissent l'évolution de leur métier, eux qui ont eu une vie si dure et qui ont subi tellement de choses,
Ceux qui prennent leur retraite à ce stade, oui. Ceux qui ont pris leur retraite il y a quelques années ont eu du mal à voir toute cette évolution, effectivement, notamment alimentaire, parce que la manière dont, en fait, on a et nos industries agroalimentaires ont participé, en fait, à cette évolution, ça surprend effectivement le paysan qui a quelques décennies, quoi. Et c'est pas fini. Guy Ribat, vous êtes à l'INRA, mais en même temps, vous êtes fidèle à une tradition d'agriculteur, parce que vous venez d'une famille d'agriculteurs du Gers. Du Gers. Donc vous voyez même les évolutions réelles, concrètes. Oui. Hein. Alors je veux dire un dernier mot. Le salon qui démarre ce week-end. Il y a déjà du monde. Oui, qui démarre ce week-end, montre, heureusement, on a encore ce hall des régions, avec tous ces produits de terroir. Et c'est là qu'il y a on voit ce fossé énorme entre ce qui est présenté dans le hall des régions, avec effectivement le linéaire des grandes surfaces. Et ça, c'est un mouvement qui s'affirme de plus en plus. Dans ma région d'adoption, le Quercy, on voit des agriculteurs qui faisaient des produits de marché qui reviennent à l'agriculture de la région, qui refont de la noix, qui refont des truffes, et c'est extraordinaire. Et au contraire, une très forte affirmation. Comment on fait pour éviter justement d'être envahi par ça et redonner 70% des achats alimentaires des Français. Mais il faut pouvoir réaffirmer l'importance d'un certain nombre de traditions et de valeurs du produit naturel. Enfin, je dis naturel, mais il ne faut pas qu'on l'interprète mal. Alors, quand on énumère de base, et le mot naturel, me semble-t-il, est important. En province, beaucoup de petits producteurs de fromage en particulier fournissent les supermarchés. Et bien sûr. Donc il y a quand même, ce ne sont pas deux mondes totalement séparés. Pas du tout. Même en fruits et légumes, le fonctionnement est un marché de proximité. Bien sûr. Moi, j'en reviens pas parce qu'il y a ici une passion dans le débat, plus forte encore, quand on parle de politique, ou de grands débats. Parler de la gastronomie, parce que ça sera peut-être un autre jour, une autre fois. Je crois que vous allez dire, on n'a pas parlé des OGM, ou on n'a pas parlé des pesticides. C'est le professeur Montagnier qui dit, la France est le premier consommateur de pesticides au monde par tête d'habitant. Alors, vous m'avez effrayé. Je dirais d'abord, moi, je suis petit-fils de paysan aussi, donc j'aime bien la bonne cuisine, la bonne agriculture, et je constate qu'il y a quand même une uniformisation, il y a une diversité un peu artificielle dans les rayons de supermarché, mais c'est un peu toujours la même chose. Par exemple, les tomates, la tomate n'a plus de goût. Les oignons font plus pleurer, les radis ne piquent plus. Enfin, vous voyez, il y a donc une élimination des produits de terroir d'autrefois. Il y en a certains qui sont restés et d'autres qui disparaissent pour un goût standard des consommateurs. Alors, pour répondre à votre question, oui, effectivement, l'agriculture française, et aussi européenne et américaine, utilise beaucoup de pesticides. On va aussi parler peut-être des OGM, mais c'est un problème sérieux de santé à long terme. Le problème, c'est que, on mange tous les jours. Et bien sûr, on s'empoisonne tous les jours. On s'empoisonne tous les jours à petite dose. Mais vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai. On a gagné un trimestre par an. On a gagné plus de 30 ans entre le début et la fin du XXe siècle, qui est quand même tout à fait remarquable. Ça, c'est grâce en partie à la médecine. C'est grâce effectivement au frigidaire également. La frigidaire est une très grande invention. Qui empêche la putréfaction des viandes, donc tout a changé avec ça. Les exigences sanitaires chez nous aussi. Attendez, quand on se rappelle le cahier des charges, je suis producteur de lait, quand je vois ce qui m'était exigé il y a 30 ans quand je me suis installé, et ce qui est exigé aujourd'hui, en commençant par la chaîne du froid, parce que si tout le monde continue le travail que nous faisons à la ferme, jusque dans le frigidaire et la manière d'utiliser, attendez, il y a systématiquement un tank à la ferme pour le refroidissement immédiat après la traite. Le lait, il est refroidi à moins de 4 degrés. Le camion la citerne qui vient chercher le lait, il est aussi dans ces mêmes conditions. Et après, toute process dans l'usine fait que normalement, il n'y a pas de rupture de la chaîne. Est-ce que pour les fruits et légumes, c'est la même chose? On doit travailler à ça pour tous les secteurs. Comme dit Luc Montagnier, mais vous dites oui, ça ne règle pas le problème des pesticides. On nous conseille effectivement de manger des légumes, des fruits, etc., mais ils sont bourrés de pesticides. Non. C'est vous qui le dites. Ils sont pas bourrés, mais enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et surtout la surface. Non. On peut pas laisser dire ça. Allez, on peut pas laisser dire ça. On peut dire que l'agriculture utilise trop de pesticides. On peut dire qu'elle en utilise de moins en moins. Par unité de surface ou par biomasse produite, considérablement moins. Mais il y a encore des marges de progrès fortes. Deuxièmement, on peut dire qu'il y a encore des résidus de pesticides, notamment dans les fruits et légumes, mais en aucun cas
les doses qu'il y a ne dépassent les seuils de tolérance. En aucun cas, vous pouvez manger, diversifier autant de légumes et de fruits produits en France, vous n'atteindrez jamais le seuil de toxicologie que dans Non, c'est pas une question, c'est des chiffres réels qui sortent même de Pasteur. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Vous avez le professeur Marzin de Pasteur qui lui-même préside la commission, qui lui-même dit ça. Donc vous pouvez pas dire 36 sauces. C'est faux. Alors il faut dire que Guy Ribat a consacré 30 ans à faire de la recherche, qu'il est chercheur, qu'il est le numéro 2. Dans le phytosanitaire. Voilà. Les pesticides, c'est pas seulement la toxicité, c'est aussi l'effet sur les plantes, n'est-ce pas? On peut se comprendre, parce que quand on dit qu'on est le deuxième utilisateur, etc., quand on est la deuxième puissance mondiale avec seulement 60 et quelques millions d'habitants, par rapport aux États-Unis, première puissance mondiale avec 200 et quelques millions d'habitants, on est forcément, par amener la tête d'habitants, selon les chiffres que l'on peut prendre, on peut tout de suite nous mettre au sommet. Ceci étant, c'est un vrai sujet. La preuve, ça a été un vrai sujet du Grenelle de l'environnement. Et moi, je suis favorable à la démarche dans laquelle nous sommes engagés pour réduire évidemment l'utilisation des phytosanitaires, pas des pesticides, donc des produits qu'on va utiliser pour s'occuper de la santé des plantes, comme on utilise des médicaments pour la santé de mes animaux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir nous aider. Et je le dis sur le plan national, je l'ai dit au ministre Michel Barnier la semaine dernière, à ce qu'il y ait une harmonie européenne d'abord, et internationale si possible, dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce que nous nous trouvons dans une situation où les Français et ceux que je représente sont tout à fait d'accord de faire le maximum d'efforts pour réduire l'utilisation des phytosanitaires et donc limiter les résidus, mais à condition qu'on n'importe pas des produits identiques qui, eux, auront des autorisations d'Europe ou d'autres pays. Déjà d'Europe et de pays tiers. Parce que j'ai même quelque part un peu proféré des menaces, parce qu'on va faire des enquêtes nous-mêmes et des prélèvements nous-mêmes, comme ça, et puis on ira expliquer dans un magasin. Donnez-moi des exemples, Jean-Michel. Ben, ça peut être sur des salades importées, sur des fraises. Il y a un truc très drôle. Des fraises, des fruits, des légumes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour aller dans le sens souhaité, je pense, par tout le monde, c'est que ça ne peut pas être l'effort que des Français. Absolument. Parce que nous, je pense que qui d'abord accepterait de dépenser trop d'argent pour sans aucun résultat en fait à la clé. Mais ceci étant, je vais donner un exemple de l'été dernier. Ceux qui ont un petit jardin, qui ont la chance de pouvoir avoir un petit jardin, qui ont fait des pommes de terre ou des tomates l'été dernier, la majorité n'en ont pas eu. Parce qu'ils ne se sont pas occupés de la santé et des maladies qu'il y avait à cause de la pluviométrie, etc. Moyennant quoi, eh bien, ils ont fait valoir le commerce, d'ailleurs, parce qu'ils étaient amenés à acheter des pommes de terre et des tomates au magasin, parce que dans le jardin, en ne s'occupant pas de la santé de ces plantes, on est à la merci de... Donc, ce que je veux dire, les phytosanitaires... Est-ce que ça a un rapport? Ce que je veux dire, c'est que, n'exagérons pas, on a besoin de s'occuper de la santé de nos plantes. Il faut le faire raisonnablement. Ce que je veux dire, c'est, entre la première partie de la discussion qu'on a eue et puis la deuxième partie qui s'engage, je trouve que ce qui est commun, c'est la nécessité, à chaque fois, d'une approche globale. Personne, ce n'est pas en jouant ni sur le prix, ni sur la façon dont on va manger, ni sur la façon dont on va cuisiner, la façon dont on va emballer. C'est un peu tout ça qui va compter. De la même façon que pour améliorer la qualité des aliments, bien sûr, il faut réduire les pesticides, mais il faut aussi avoir une bonne génétique, il faut aussi avoir de bonnes pratiques agricoles. Absolument. Par exemple, on dit, on a beaucoup d'analyses qui comparent le bio et le non bio. Une des grandes raisons des différences de qualité entre le bio et le non bio, c'est que souvent le bio est en circuit court. Ce sont donc des produits qui sont ramassés dans des champs à quelques kilomètres des marchés. Ils sont ramassés beaucoup plus mûrs, ils sont beaucoup plus contrôlés et ils sont vendus 2 ou 3 jours après. Et c'est ça qui fait qu'il y a des différences. Avec ça, parce que moi je cite toujours l'exemple des salades bio. Non, mais moi je pourrais citer l'exemple des salades bio parce que il y a des gens qui vous vendent de tout bio. Quand vous engraissez une salade bio avec du fumier et des engrais naturels, elle produira 20% de nitrites supplémentaires que quand elle a été fabriquée avec des produits de synthèse. Or les nitrites sont cancérigènes. Est-ce que je dois en conclure que toutes les salades bio sont cancérigènes? Et c'est ça où, si vous voulez, je trouve que
le débat est excessivement démagogique et ça fait Excessif, bien, c'est ça fait bien de faire caricatural. peur aux gens. Ça fait bien de faire peur aux gens. Les pesticides, c'est un terme qui fait peur. Les OGM, on croirait que c'est des petites bêtes qui rentrent dans votre corps, qui vous dévorent, alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de savoir quel système d'évaluation utiliser pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Donc, il y a un peu d'hypocrisie. Les OGM, vous êtes quelle est votre position? Il faut distinguer deux choses dans les OGM, enfin trois choses. La première, c'est est-ce que ça... C'est aussi votre spécialité. Oui. Est-ce que ça amène un plus aux agriculteurs? Est-ce que ça amène un plus par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se fait déjà? Et troisièmement, est-ce que ça pose un problème de santé publique? Si ça pose un problème de santé publique, il faut arrêter de produire, mais aussi d'importer. Sinon, il faut mettre les ministres en tôle. 30% aujourd'hui. Deuxièmement, si ça pose problème pour l'environnement, dès lors que le risque est identifié, caractérisé et qu'on ne sait pas le gérer, il faut interdire la production des OGM. Mais si tel n'est pas le cas, il n'y a pas de sens à l'interdire. Et est-ce que ça amène un plus à l'agriculteur? Le plus à l'agriculteur, ça peut être qu'il va gagner de l'argent, ça peut être que ça va lui simplifier sa vie. Et en l'occurrence, si je prends le maïs, c'est exactement ça. Le maïs, aujourd'hui, OGM, s'il était autorisé, ne permettrait pas à l'agriculteur de gagner beaucoup plus d'argent. Enfin, ça peut se discuter compte tenu des différences de coûts à l'import, mais c'est pas le thème de l'émission d'aujourd'hui. En revanche, ça lui simplifie sa vie parce qu'il va moins souvent dans son champ. Il traite mais moins. Montagnier a raison, c'est moins bon. C'est-à-dire que les nouvelles tomates OGM qu'on a consommées l'année dernière... les tomates OGM, elles n'existent plus. Non, mais celles qu'on avait consommées l'année dernière étaient moins bonnes. Elles avaient un goût qui était moins bon. Oui, mais c'est pas seulement le phénomène. C'est pas le dossier génétique, c'est pas que le dossier Il faut discuter ça au cas par cas, mais c'est vrai qu'en principe, on n'est pas contre. On n'a pas contre bien sûr contre des OGM. On en vit, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, les microbes nous fabriquent de l'interféron, de l'insuline, etc. Donc, on a déjà contrôlé ça. Mais c'est vrai que pour ce qui est d'application à l'agriculture, aux plantes, je crois qu'il faut discuter au cas par cas. On est d'accord. Et il faut arrêter de diaboliser le pour sujet. évaluer le danger de santé publique et le danger sur l'environnement, le fait que plusieurs pays du monde utilisent déjà les OGM de manière massive, une partie du Brésil, les États-Unis et d'autres, évidemment peut permettre d'avoir des éléments de comparaison. Mais un argument qui est souvent utilisé par les détracteurs des OGM, et je voudrais connaître votre sentiment sur cet argument, c'est que le fait que les agriculteurs utilisent des OGM les mettra dans une situation de dépendance par rapport à l'industrie des semences. Alors qu'en est-il de cet argument qu'on entend très souvent? Le maïs qu'on cultive est un maïs hybride. Donc chaque année, l'agriculteur doit acheter 100% de ses semences pour 100% de ses champs. Alors qui paye la semence OGM ou qui paye la semence non OGM, de toute façon le gars il est obligé d'y passer. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que comme la France demande à avoir du non-OGM, il faut ségréger les filières. Du coup, la différence, c'est simple, c'est 100 € la tonne. Voilà. Et on nous dit qu'il y a un rapport des Nations Unies qui va sortir, qui va être assassin contre le Monsanto et contre certaines pratiques d'OGM. Je sais pas. Nous, on dit, comme M. Montagnier, faut étudier au cas par cas. Les OGM ne sont pas une panacée. Ils peuvent être utiles à certains moments. À d'autres moments, on n'a pas besoin d'OGM. On pourrait très bien faire d'une autre manière. À notre connaissance, des problèmes de santé publique induits par les OGM, nous n'en connaissons pas. Et vous pensez bien que s'il y en avait, madame, ça se saurait. Parce que oui, mais il y a une peur collective. Ah, ça, oui. Il y a une peur, elle est bien entretenue. Il y a une peur collective, mais il y a des enjeux. Oui, mais vous pensez qu'il faut être favorable, ou vous êtes favorable à la recherche, aux essais en plein champ? On est favorable à la recherche, oui. On est favorable aux essais en plein champ, avec parcimonie, dans le respect de la réglementation, et avec transparence. Oui, mais vous avez deux experts de la peur alimentaire que sont Fischler et Apfeldorfer qui connaissent très bien l'impact de ce discours sur les comportements alimentaires des gens. Ce qui m'inquiète beaucoup dans ce discours-là, finalement, c'est, je me mets à la place du consommateur que je suis d'ailleurs. À vous écouter, ça devient un danger de manger. C'est terrible. Tous les aliments sont des poisons. Il y a des OGM, il y a des pesticides, etc. Donc, il n'a pas dit ça, M. Riva. Oui, non, mais attendez, c'est une discussion. Il faut voir la psychologie des consommateurs, c'est un aliment, il est bon ou il est mauvais. Et à partir du moment où il y a un doute simplement sur un aliment, on a vu cette histoire-là par exemple avec Perrier, le jour où Perrier aux États-Unis a été, où on avait dit il y a du benzène dans le Perrier, il y avait quelques milligrammes dans quelques bouteilles qui ne sont jamais arrivées aux États-Unis, eh bien Perrier s'est complètement effondré. Donc un aliment, il est bon ou il est mauvais. Et à partir du moment où il est en doute, on pense qu'il y a des OGM, il n'y en a peut-être pas, il y a des pesticides, il n'y en a peut-être pas, il y a de l'angoisse qui monte.
Et à partir de ce moment-là, quand on est angoissé, quand on est coupable, on ne peut plus réguler, on mange la peur au ventre, et à ce moment-là, ça se passe mal. On va manger trop et mal. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'alimentation d'aujourd'hui, y compris les produits de l'industrie agroalimentaire, est globalement bonne. Aujourd'hui, ce que l'on dit, là, ce que j'entends, moi, c'est, alors oui, il faut revenir aux produits anciens, etc. Bon, je trouve que c'est très sympathique, ça me paraît très très bien. Moi, j'aime bien les bons fruits et légumes qui ont du goût, etc. Mais l'industrie agroalimentaire produit des produits qui sont parfaitement comestibles et tout à fait sympathiques. Mais en excès, trop diversifié. Alors, peut-être. Ouais, alors, ce que j'entends surtout depuis beaucoup d'années, trop d'ailleurs, c'est ce que disent nos concitoyens, les consommateurs, enfin, vous et moi, on est tous concernés, et ce qu'ils nous disent, et ça dans tous les pays où on a travaillé, sous une formule ou une autre, c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange. Et vous avez bien expliqué pourquoi on ne sait pas ce qu'on mange. Objectivement, c'est vrai. Je veux dire, même si on nous balance le maximum d'étiquetage, d'informations, etc., on nous envoie aussi des affirmations de ce qu'on appelle maintenant les allégations santé, les allégations nutritionnelles, qui sont nouvellement réglementées par Bruxelles, et je vous assure que c'est très très compliqué de savoir ce qu'on aura le droit de dire ou pas de dire, etc. Donc les industriels sont persuadés que la voie royale de la concurrence et du triomphe sur les concurrents, c'est de dire ce que mon produit a de plus que le produit du voisin qui vous permettra de vivre 110 ans en bonne santé, etc. Et qu'est-ce qu'il y a le consommateur derrière tout ça? Il a des produits qui sont de plus en plus transformés, qui viennent d'écosystèmes lointains et spécialisés, alors que jadis ils étaient locaux et diversifiés. Qui ne sait pas d'où viennent tous ces produits, ne sait pas qui les a touchés, et successivement va commencer à s'inquiéter pour savoir ce qu'il mange, justement, soit des quelque chose, c'était depuis 30 ans, ça dure depuis 1970, les E330 qui sont c'était du jus de citron, etc. Et maintenant, les pesticides, etc. À plus ou moins juste titre. Qu'est-ce que Montagnier vous appelez le stress oxydant? Ça revient sans arrêt. Oxydant, O-X-Y, D-A-N-T. Justement, c'est-à-dire qu'on a effectivement un apport de ce que nous mangeons d'antioxydants. Alors, c'est des vitamines, bien sûr, mais aussi des composés plus complexes, les polyphénols, etc. Alors, ceci est très important de les avoir parce que nous sommes soumis davantage au stress oxydant qu'autrefois, par la pollution atmosphérique, par le stress non oxydant, on peut dire, le stress de la grande vie, de la vie dans les grandes villes. Et on pourrait dire oxydant O2C. Non, c'est oxydant XY. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi développé. Et on a trouvé que, effectivement, quand on vieillit, on est en stress oxydant parce qu'on a des facteurs internes qui marchent moins bien aussi, on a des mitochondries qui fonctionnent moins bien. Donc, on est en stress oxydant à partir d'un certain âge. Tous, plus ou moins. Et donc l'alimentation est très importante, bien sûr. Il faut avoir un apport correct et le supplémenter éventuellement. Comment on lutte contre le stress oxydant O-X-Y? Par des tests d'abord de laboratoire, d'analyse du sang, pour savoir quels sont les déficits que nous avons. La question, c'est en mangeant. Alors aussi, bien sûr, il y a des expériences qu'on peut dire sur le terrain qui montrent que manger des fruits et légumes, ça compense en partie, faire du sport. Mais il y a aussi peut-être davantage parfois besoin d'antioxydants qu'on n'a pas dans l'alimentation. Donc il faut renforcer les défenses immunitaires. C'est une affaire de médecin. Vous voyez là, il reparle dans ce discours-là. C'est une affaire médicale. C'est une affaire médicale aussi. Vous ne pouvez pas vous empêcher de repartir dans ce discours-là qui est contesté de temps en temps, c'est-à-dire comment peut-on faire pour être en meilleure santé en utilisant les paramètres de notre environnement. Quand Jean-Michel en parlait tout à l'heure, combien il y a de variétés de fruits et légumes? Moi j'ai été surpris, je viens de le faire récemment, 45 variétés de légumes et 50 variétés de fruits. C'est tout ce qu'on a en fait. On arrive à faire des tas de trucs avec, mais on n'a pas beaucoup plus de choses que cela. Oui, c'est déjà pas mal. Puisque j'aimerais qu'on parle de fruits et légumes. Il y a la résurgence de certains légumes et fruits qui avaient disparu. Il y a un point qu'on n'a absolument pas évoqué, c'est qu'on réhabilite les saisons. Ouais. Ce serait bien quand on parle d'alimentation et de qualité de l'alimentation. C'est une demande qu'on trouve partout, même aux États-Unis. Pardon? C'est une demande qu'on trouve partout. Attendez, même aux États-Unis. En tout cas, pour les producteurs de fruits et légumes, c'est pas seulement politique. Si, parce que chaque société se crée de son contradictoire. Non, parce que je pense qu'on mange pas tout à fait la même chose l'hiver que l'été. Donc, Jean-Michel, je suis peut-être terre à terre parce que. Répondez à l'animateur, s'il vous plaît. Non, l'animateur. Bon, il mange plus de fraises. Il mange plus de fraises. Il attend l'été. Non, il y a celles qui vont arriver de Provence bientôt, là, les fraises. Oui. C'est-à-dire, vous mangez les fruits de saison en fonction des saisons. Mais on est des enfants gâtés, on non, pas ça. Il y a des fraises qui vont arriver bientôt, là, celles de Provence, attendez. Elles vont arriver avant celles de Bretagne, c'est ça qui... En plus, en France. Non, mais ils pouvaient les avoir du Sénégal ou de... Oui, mais ça n'empêche pas du Chili. Je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément consommer tel ou tel produit, mais c'est extrêmement regrettable
que dans nos habitudes alimentaires, on est complètement passé en pure perte, presque, pour certains en tout cas, l'aspect des saisons. Mais ça, c'est pas essayiste. Essayez d'expliquer à vos enfants qu'il faut poser le téléphone portable à droite beaucoup plus loin et ne pas manger de cerises quand ils en ont envie. Mes enfants, je peux vous dire, ils ont cette chance d'avoir été élevés dans la ferme. Ils ont été élevés dans les champs. Dans la ferme, ils savent ce que ça veut dire. Et quelles sont les conséquences du Grenelle de l'environnement sur votre milieu, là, en ce moment, sur l'agriculture? On est en plein salon de l'agriculture, vous allez avoir des fans qui vont venir. Il y en a... qui vont vous encourager à évoluer, à changer, à nous protéger. Il y a deux dossiers qui ont déjà été abordés dans le débat. C'est le dossier effectivement des OGM, et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité ce débat parlementaire, parce que parmi les points importants à régler, c'est les problèmes de coexistence, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui veulent produire OGM, mais il faut permettre... Je fais partie de ceux-là, de ceux qui produisent conventionnel ou de l'agriculture bio. Il faut que nos différents types d'agriculture puissent coexister. Est-ce possible? C'est aux scientifiques de dire par rapport à selon qu'on parle de. C'est possible, monsieur le scientifique? Oui, c'est possible en définissant des seuils. Il faut se mettre d'accord sur un seuil. Et qui doit se mettre d'accord? Est-ce que c'est l'État ou l'État et les chercheurs? Qui arbitre, je ne sais pas, mais au sein de la société, toutes les parties prenantes doivent arriver à se mettre d'accord sur un seuil. Il faut d'abord qu'on écoute plus les scientifiques sur le dossier, que le politique sache décider. Il faut régler les problèmes de responsabilité, parce que je pense que lorsqu'on parle d'OGM, mais aussi autre chose, il y a l'aspect de la responsabilité. Il faut évoquer l'aspect de la traçabilité des produits. Ça ne concerne pas que le dossier OGM. Enfin, je pense que au-delà de l'étiquetage qu'on évoquait tout à l'heure, parce que je suis d'accord avec le Fischler, l'étiquetage vu de Bruxelles, c'est uniquement l'étiquetage sanitaire. C'est-à-dire, si jamais il y a un pépin, où est-ce qu'on retrouve le responsable? Dans quelle entreprise c'est? Dans quel outil? Enfin, jusque chez le producteur. Donc il faut régler ça. Et alors ça, c'est sur les OGM. Sur l'aspect des phytosanitaires, parce que moi, j'aime pas... Pesticides, c'est ce qu'on trouve, c'est le résidu qu'on trouve. Pour nous, le problème chez l'agriculteur, c'est l'utilisation des produits qui vont lutter, faire de la prévention, parce que les phytosanitaires, c'est aussi pour faire de la prévention par rapport à la santé de nos plantes, comme on utilise des médicaments pour la santé éventuellement de mes animaux. Mais vous dites qu'il faut respecter les saisons, et en même temps, on nous parle de réchauffement climatique qui démolissent les saisons. Oui, enfin, pas encore. Il y a des évolutions, certes. Je pense que, par exemple, si on a encore quelques inquiétudes pour cette année en matière de ressources en eau, de réserves en eau dans certaines régions de France, c'est vrai qu'il faut plutôt cultiver certaines plantes que d'autres, des plantes moins utilisatrices d'eau. C'est le cas dans des régions comme Poitou-Charentes, où on va faire davantage de tournesol plutôt que du maïs, et des choses comme ça. Mais, enfin, je vous assure, vous avez affaire à un monde paysan qui a une capacité d'adaptation, est prêt à répondre aux défis qu'on nous soulève. J'en suis persuadé, y compris pour continuer de donner du plaisir aux consommateurs. Professeur Luc Montagnier, vous disiez vous écrivez que la médecine curative du XXe siècle a vécu, qu'on va vers une médecine. C'est nuancé, oui, il y a une évolution. Plus préventive, et qu'on devrait faire pour son corps ce que beaucoup font pour leur bagnole, leur voiture. Oui, parce que on a parlé beaucoup de l'allongement de la durée de vie, qui a été considérable. On peut facilement atteindre 100 ans, 110 ans. Dans quel état? C'est ça le problème. C'est un problème de santé. Savoir vieillir aussi longtemps que possible en bonne santé. Alors, là-dedans, il y a effectivement, la nutrition est importante, mais il y a aussi, effectivement, la médecine. La médecine à regarder les causes de ce qui nous font mourir, nos propres maladies, le cancer, les maladies neurodégénératives. L'Alzheimer a augmenté de 5 fois en 50 ans. Alors, c'est pas seulement dû au diagnostic. La maladie d'Alzheimer est un problème numéro 1, le cancer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, donc, moi, je propose une prévention. Je pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez donner la réponse. J'ai pas une réponse magique. J'ai simplement des conseils de diminution de risque. Parce que, effectivement, nous sommes exposés à des facteurs infectieux, notamment. Les microbes ont changé, du fait même qu'on agit sur eux, ils ont changé. Et notre environnement aussi change beaucoup, et pas forcément bien. Donc, il y a des mesures qui sont à prendre au niveau collectif, et là, c'est très difficile, parce qu'il faut que ça soit global, il ne faut pas seulement un pays qui les prenne. Mais il y a aussi des mesures individuelles. Donc, c'est plutôt là, à ce niveau-là, qu'on peut agir au niveau médical. Aux chercheurs de nous aider. Vous travaillez beaucoup à l'INRA sur l'agriculture, les aliments, les produits, l'aménagement du territoire. Vous travaillez sur l'alimentation, vous travaillez sur l'environnement, des sols, les forêts, etc. Des eaux. On pourrait parler des eaux longtemps. Vers quoi vous cherchez? Quelles sont les pistes actuelles pour demain?
Je pense que, en complément de ce que disait Monsieur Métayer, effectivement, il faut qu'on s'oriente vers une autre agriculture. Ça, c'est clair. Il faut que cette agriculture reste productive. Absolument. Et il faut que les pratiques évoluent. Et pour ça, je pense que ce qu'il faut, c'est une approche globale, intégrée. Encore une fois, on n'y arrivera pas en jouant que sur un aspect. Et donc, ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on met en place là en ce moment à l'INRA, mais avec les partenaires agricoles, aussi avec les associations de l'environnement, avec les associations de consommateurs, on est en train de concevoir de grands programmes pour une production intégrée, dans laquelle on part de la ressource génétique jusqu'au produit fini, en incluant tous les aspects biotechniques, agronomiques, écologiques, mais aussi d'organisation économique des agriculteurs ou de l'aval à l'agriculture. Il faut arriver à faire bouger tout le monde en même temps vers les mêmes objectifs. C'est pas une utopie. C'est possible de le faire. C'est vrai que les exploitants agricoles, ils crient beaucoup, mais dans le même temps, ils bougent aussi beaucoup. Et donc, ils ont une capacité à s'approprier ces évolutions-là. Il faut qu'on arrive à le faire en utilisant tous les atouts, sans interdit, sans panacée, dans l'équilibre. Je ne savais pas que les Gersois pouvaient avoir autant de tempérament et se mettre en colère, autant de passion. l'INRA s'intéresse aussi aux équilibres écologiques, à l'impact des changements climatiques sur les organismes végétaux, animaux, parce que l'INRA s'occupe des animaux également, pas simplement des plantes. Donc ça, c'est un grand défi pour la recherche. Oui, parce que le message qu'on essaye de faire passer, par exemple à l'égard de la biodiversité, c'est que en fait, le message, c'est que les agriculteurs doivent s'approprier la biodiversité. La biodiversité est utile pour leur agriculture, et leur agriculture peut être nuisible à la biodiversité. C'est cette opposition-là qu'il faut gérer, et le seul moyen de la gérer, c'est qu'ils en tirent profit. Qu'est-ce que vous dites à un citoyen lambda? Qu'est-ce que vous dites à l'État? Avant, je veux prolonger la réflexion de Guiriba parce qu'elle est intéressante et parce qu'il faut aller jusqu'à la notion de filière. Et moi, je suis un tenant des politiques d'organisation de filière et de politiques contractuelles, parce que si on veut que l'agriculteur s'engage, il faut qu'il y ait une finalité, y compris jusqu'à la distribution. J'ai des discussions fréquentes avec les acteurs, aussi, de temps en temps heurtés, mais parce que c'est celle-là qu'on voit. Mais regardons ce qui se fait quand même au quotidien avec l'ensemble des acteurs de la distribution, et on doit être capable de jouer une carte ensemble. Ce que peut attendre le consommateur par rapport à tout ce qui a pu être développé au cours de cette émission, et dans le cadre d'une politique contractuelle. On ne peut pas nous demander des efforts, faire des choses, et à la sortie, ne pas avoir un peu de valeur ajoutée et de retour sur l'investissement qu'on nous demande. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que, moi, à l'État, j'ai pas spécialement des choses à demander. Nous, on sait faire. La politique est là pour accompagner. Mais on doit être les acteurs premiers de cette politique. Alors, Claude Fischer, vous écrivez, on va terminer comme ça, qu'il faut réenchanter l'alimentation. Oui, c'est beau. Réenchanter l'alimentation. Oui. Plutôt que de faire déchanter les consommateurs. Et les consommateurs, ils déchantent partout parce que ils se sentent éloignés, aliénés vis-à-vis de leurs aliments. En plus, du côté des responsables de la santé publique, mais alors au niveau planétaire, parce qu'il faut quand même aussi sortir encore une fois de cette perspective hexagonale, on ne peut pas parler de la production de maïs, alors, des OGM. Pour bien dire, il y a la mondialisation, il y a 6 milliards d'habitants aujourd'hui, Monsieur le Métayer, sur la planète, il y en aura 9 milliards dans 40 ans. On a un beau métier. Une surface agricole par habitant qui va diminuer. Il faut les nourrir. Alors, et donc, les problèmes, nous disent les gens de l'ONS très justement, ils surviennent pas dans les pays où on s'occupe de prendre plaisir, de partager, de déguster, etc., ou dans les couches sociales. Ils surviennent dans les zones de la société et du monde où l'alimentation a été trivialisée, banalisée, où elle coûte rien, où littéralement elle ne vaut rien. Et bien justement, en s'occupant un peu plus de la qualité des produits, de la sensorialité, et en cherchant à écouter ce qu'on a appelé longtemps les plaintes irrationnelles des consommateurs, c'est-à-dire on leur disait mais non, il n'y a pas de pesticides, mais non, il n'y a pas d'antibiotiques, etc. Et c'est vrai que c'est pas fondamentalement. Il y a une exigence, il y a des associations il y a des demandes qui sont mais légitimes. Mais ce qu'il vous dit, vous rassure-t-il ou pas?
Nous savons tous quelle est la demande réelle de nos concitoyens et des gens dans d'autres pays aussi. La demande réelle des Français, ils rêvent tous d'avoir uniquement des produits qui répondraient au modèle des AOC, en gros, qui soient identifiés dans leur origine, dans leur terroir, etc. Ou des labels. C'est pas possible. Il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de production, mais on voit bien dans quelle direction les consommateurs voudraient qu'on s'oriente. L'agriculture, et on voit la curiosité de ceux qui sont au salon de l'agriculture en ce moment, est en train d'évoluer considérablement, mais avec beaucoup moins d'agriculteurs. Hein. Oui, de moins en moins combien Vous êtes combien? Nous sommes 600 000, à peine 600 000 exploitations, mais plus d'actifs, nous sommes encore plus d'1 million d'actifs, c'est quand même... Et vous étiez il y a 20 ans, 30 ans? Oui, peut-être le double, mais ceci dit, nous restons sur des exploitations modestes comparativement à de grandes régions. De plus en plus modernes. Oui, parce qu'il y a un vrai modèle. Je le dis aussi, il y a un vrai modèle agricole français, même avant de parler de modèle européen. Réenchanter l'alimentation et les produits. Je vais dire un dernier mot. Parce que si c'est la fin de l'émission, je voudrais quand même dire un dernier mot pour dire l'action que nous menons aussi auprès des enfants. Ouais. Dans le cadre de fermes ouvertes, parce que ça aussi, on peut apprendre aux enfants, à partir de ce que nous faisons dans nos fermes, la qualité de la nutrition et de nos aliments. Voilà, la qualité, réenchanter. C'est la boutade, si vous parliez de réenchanter, je pense que c'est quand même l'industrie qui a la force. Et cette année, pour nous réenchanter, l'industrie avait inventé un yaourt vendu dans un pot rose, dont la particularité est de nous faire avoir une meilleure peau. Voilà comment l'industrie, en ajoutant 1 gramme d'huile de bourrage, a réenchanté la nourriture. C'est ça les temps modernes. Mais votre préférence, ce serait quoi? Ma préférence pour... parce que moi, je vais aller dans les magasins avec le savoir-manger des docteurs Patrick Serron et Jean-Michel. Ce qui est très rigolo, c'est que Flammarion... Flammarion... Cette semaine, on fait nos courses au salon. Flammarion, il y a 40 ans, Flammarion était le spécialiste de l'édition du grand guide alimentaire que nous avions tous dans nos cuisines. Et ce truc-là, qui se vend beaucoup, est dans les cuisines maintenant et a remplacé... il a remplacé ce guide alimentaire chez Flammarion. Et c'est très indicatif de l'évolution des temps. Réenchanter l'agriculture et ses produits. Bonne chance à vous tous. Hein. C'est promis, l'équipe de Bibliothèque Médicis surveillera davantage les étiquettes, la qualité des produits, les prix et les effets aussi sur la santé. Comment? Pour le plaisir et pour vivre longtemps, professeur Montagnier. N'est-ce pas Philippe Lallemand qui réalise cette émission et que j'entends régulièrement là, dans cette petite oreillette, avec Anne-Marie Moreau, Céline Mévélec et Françoise Malanty. Vous pouvez revoir cette émission et tous les programmes de Public Sénat sur notre site www.publicsénat.fr. Fort de tous les conseils, je pense que la semaine prochaine, nous aurons de parfaite humeur, mais nous reviendrons sur les thèmes parce que je vois à la fois l'importance, l'ampleur et la passion avec laquelle vous en parlez. Merci à vous tous. À bientôt. Chaque semaine, dans le monde, il se passe énormément de choses et la presse en rend compte. Parfois, certains événements passent plus ou moins inaperçus parce qu'ils ont moins de conséquences immédiates. Crise financière, pétrole, les sports d'après-demain, l'alimentation, les progrès scientifiques. Nous allons essayer de chercher ceux qui sont le plus importants pour l'avenir. Nous aborderons tous ces sujets avec un autre regard, un regard à très long terme. Conversation d'avenir en compagnie de Jacques Attali. C'est tous les vendredis à 22h45 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique.